tu avais déjà commencé comme youtubeuse bien avant la crise Covid, je pense. Alors, youtubeuse, je trouve ça un petit peu réducteur comme appellation. Okay. Je dirais que je suis militante depuis 9 ans et résistante par la force des choses depuis ce qu'on vit avec le Covid-19. D'accord. Et avec les chiffres qui ont été gonflés, avec les restrictions de liberté, avec la violation des droits fondamentaux, chez vous comme chez nous, qui dérogent à toutes les lois et à nos constitutions respectives, parce que chez nous comme chez vous, on a des articles de la Constitution qui montrent qu'on doit respecter la liberté de mouvement, la liberté de vie, la liberté de choix, la liberté de réunion, la liberté économique, et j'en passe. Tu prends des risques parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui prennent autant de risques que toi. Alors je ne me rends pas compte des risques que je prends, puisqu'effectivement, mon leitmotiv, ce qui me fait me lever le matin, c'est la vérité et la justice. Je ne supporte pas les abus de pouvoir, les injustices et au-delà de tout ça, les mensonges. Tout comme toi, je l'ai compris. Et donc en ce moment, on vit une telle crise médiatique de mensonges généralisés que je ne peux pas juste ne rien faire face à cela. Et effectivement, je prends des risques puisque je suis suspendue actuellement de mon poste d'enseignante. Je suis sous enquête administrative. J'ai déjà subi 2 entretiens de service qui ont mené à un blâme. Et je suis également calomniée par les médias, qu'ils soient en Suisse ou en France. Mais peu importe, parce que ce qui compte, c'est que les vérités soient révélées, qu'on arrête de manipuler la population, que les gens se réveillent et gagnent ce courage qui parfois leur manque, gagnent cette force, gagnent cette confiance en eux qu'ils ont perdue à cause d'un formatage, à cause d'une résignation, à cause d'un découragement, parce que peut-être tout seul on se sent impuissant, mais ce n'est pas le cas. Et je me rends compte qu'avec ce que j'ai fait déjà, j'ai l'impression d'avoir déjà contribué à faire bouger quelques lignes et à peu de monde. C'est Margaret Mead qui dit que ne doutez jamais qu'un petit groupe de personnes déterminées et réfléchies puisse changer le monde. C'est d'ailleurs toujours ainsi que ça s'est passé. C'est clair. Et c'est comme ça que ça va continuer à se passer. Est-ce que tu étais proche d'un parti politique ou d'une idéologie? Donc aujourd'hui, moi je suis plutôt de gauche, même d'extrême gauche, mais les partis qui les incarnent ne représentent pas du tout ces valeurs-là, ne représentent plus la défense du citoyen, ne représentent plus la défense des libertés. Donc je pense qu'on doit réinventer le système politique également et en finir avec les partis politiques qui sont là aussi pour nous cliver et pour nous diviser. Il y a également des outils qu'on peut changer, comme prendre en compte le vote blanc, comme pouvoir révoquer des élus, pouvoir instaurer des référendums en tout temps, parce qu'en Suisse, on peut initier des référendums pour contester des lois, par exemple. On n'a que 100 jours pour le faire et il faut récolter 50 000 signatures. Je pense qu'un référendum, ça pourrait se mettre en place tout le long de l'année et quelle que soit l'échéance, quelle que soit la date à laquelle la loi a été votée, pour qu'on puisse, par exemple, révoquer la loi sur les épidémies de 2012 qui peut permettre au Conseil fédéral aujourd'hui d'imposer la vaccination obligatoire. À l'époque, on ne s'en méfiait pas. Bien sûr. Parce qu'on n'avait pas conscience de ce qui se profilait. Comment penses-tu qu'on pourrait augmenter les rangs de la contestation, les rangs des résistants en fait? Ce que je pense qu'on fait déjà, c'est de diffuser l'information largement et de façon citoyenne, sans lobby, sans pression, sans corruption, comme tu le fais à BAM, comme Kéros le fait en Belgique, comme tous les médias indépendants de France, de Suisse, du Québec et des autres parties du monde font actuellement, à savoir diffuser les manifestations, les photos, les vidéos, les débats contradictoires, les avis contestataires et puis surtout les documents que les médias mainstream se gardent de nous montrer. Comme par exemple un accord qui a été passé entre la Suisse et Gavi en 2009 qui lui confère l'exonération de tout impôt et l'impunité juridique pénale en cas de malversation ou d'infraction. Gavi a tous les droits. Donc Gavi, c'est l'alliance vaccinale de la Fondation Gates, de l'OMS, de la Banque mondiale, d'UNICEF, qui est juste à quelques centaines de mètres de chez moi et qui coordonne la vaccination globale en ce moment dans le programme qui s'appelle le programme COVAX et qui concerne donc le monde entier. L'objectif de COVAX, juste pour donner un petit peu le tempo,
c'est de vacciner tous les pays, toute la population, en tout cas 20% de chaque pays dans le monde, d'ici à la fin 2021. Okay. Et l'OMS a annoncé vouloir, elle, vacciner 40%, donc le double de la population de chaque pays dans le monde, à savoir que les pays à bas revenus actuellement ne sont vaccinés, ne sont injectés plutôt qu'à 2,5%. Donc l'objectif n'est pas du tout rempli et ça crée une certaine inquiétude du côté des personnes qui veulent instaurer donc cette vaccination, ce traçage, ce contrôle, ces QR codes partout. Et ce qu'on peut faire, c'est continuer à informer, c'est à montrer qu'on est loin d'être seul, parce que vraiment on est nombreux. On le voit dans les manifestations et moi je le vois tous les jours avec les personnes qui me contactent, des personnes qui n'avaient jamais manifesté avant, qui ne s'étaient pas rendues compte de ce qui se passait ou qui ne voulaient pas s'en rendre compte. Je pense que aussi les restrictions de liberté, les vaccinations obligatoires, la 3e dose qui arrive vont permettre à la population qui reste encore actuellement dans son canapé de se réveiller et de rejoindre nos rangs. Je pense que ça va se faire aussi naturellement. Ok. Et donc finalement donc, ça a débouché sur une réflexion philosophique générale sur la société. Peut-être le Covid a accéléré le processus. Alors, le Covid a accéléré la surveillance des citoyens, mais a aussi accéléré ma prise de conscience et mon envie d'un monde qui soit plus respectueux de l'humain, qui soit plus respectueux de la vie. Et en fait, c'est un bon coup de pied aux fesses pour nous obliger à nous réinventer. Comme disait Klaus Schwab, c'est une fenêtre d'opportunité rare mais étroite pour repenser, réinitialiser, réinventer le monde. Et moi, je le réinvente, ou en tout cas, je l'imagine différent, mais pas tout à fait dans l'esprit de Klaus Schwab, donc loin de la technologie, de la nanosurveillance et des prothèses, des organes artificiels et des doubles numériques et des smart cities et autres. Et à arrêter d'être aliéné comme on l'est au quotidien, à faire des choses qui sont complètement contraires à nos valeurs. Okay. Revenir à la source, revenir à nous, revenir à ce qu'on est, et revenir dans le contact aussi. Parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ce que les instances gouvernementales nous incitent à faire, c'est de nous éloigner les uns des autres, nous habituer à être à distance, à nous méfier, et aussi à pratiquer la monnaie sans contact, de faire le télétravail, d'en finir avec le cash et de développer donc, le tout numérique. Je ne sais pas si vous avez vu passer ce document Santé 2030 qui émane du syndicat LEM, L-E-E-M, c'est un syndicat français qui regroupe tous les fabricants de médicaments, en tout cas la grande majeure partie, et qui explique dans ce document Santé 2030 qu'à partir de 2015-2020, donc à peu près notre moment actuel, eh bien, la santé passe de pharmacologique et hygiéniste à numérique, connecté, relié au big data et à l'intelligence artificielle. C'est tout ce qu'il y a de plus officiel. Donc moi, cette santé-là, j'en veux pas. C'est clair. Je pense qu'on peut au contraire revenir à des soins beaucoup plus naturels. Je pense aussi que c'est important de rappeler que c'est la Fondation Rockefeller qui a fait en sorte que les universités se dirigent vers la médecine chimique et laissent tomber la médecine naturelle au début du XXe siècle. C'est clair. C'est la Fondation Rockefeller qui a agi, ça c'est le mot à ce niveau-là. Absolument. Et la Fondation Rockefeller finance aujourd'hui ID 2020, Identification numérique 2020, qui est liée à Gavi, qui est aussi financée par Gavi. Par rapport au Gavi, est-ce qu'il n'y a pas moyen d'aller fouiller un peu là-bas d'une manière ou d'une autre ? Ce serait une bonne idée d'aller y faire un tour, une petite visite guidée. Je sais que le bâtiment est bardé de caméras, mais on peut essayer. D'accord. Je pense que tout est possible. Alors, il n'y a pas seulement Gavi, il y a l'OMS derrière, il y a le Forum économique mondial qui est également à Genève. D'accord. Il y a l'ONU, il y a la Fondation pour les diagnostics. Tout ça, c'est financé par la Fondation Gates. Hein. Find, qu'on connaît moins. Il y a le Common Pass, c'est aussi un système de mise en place de passeports numériques. Vous avez plein d'instances qui se trouvent en Suisse, en particulier à Genève, qui sont responsables directement ou indirectement de ce qu'on vit aujourd'hui. Et je pense qu'on pourrait effectivement demander à faire des visites de ces lieux et de rencontrer les responsables. Voilà, au moins pour avoir leur discours et pour essayer de comprendre comment ils justifient leur action. Absolument, et de les interviewer d'ailleurs, pour voir ce qu'ils ont à dire face à cette politique qui suit presque à la lettre les préceptes qu'ils ont eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils se présentent comme des organisations internationales qui n'ont pas de pouvoir décisionnaire, mais en fait,
les gouvernements s'adaptent à leurs recommandations. C'est ça. Par rapport à ça, justement, ce climat de peur, qu'est-ce que tu conseilles de faire, toi? Alors déjà, je distingue plusieurs peurs. La peur d'un virus et la peur d'être exclu du groupe, la peur de désobéir, la peur de découvrir d'autres mensonges en ouvrant la boîte de Pandore, la peur d'être traité de complotiste. Il y a plein de peurs qui se mélangent en ce moment. Alors, je pense que la principale peur, c'est de sortir de la zone de confort, de sortir de ce qui est connu. Et moi, ce que je conseille, pour l'avoir vécu, c'est d'oser suivre son instinct, risquer de perdre son travail, parce que c'est ce que je fais. Et en fait, je ne me suis jamais sentie aussi libre que depuis que je suis menacée de licenciement. C'est de se rapprocher de gens qui sont ouverts d'esprit, qui sont bienveillants, qui sont différents, qui peuvent parler librement. C'est de se rapprocher de personnes qui sont dans la joie, dans la fête, qui célèbrent, qui se regroupent, qui festoient ensemble. C'est ce que je fais maintenant depuis 1 an et demi, je vous avoue que ça me réussit bien. Et puis c'est de s'alimenter correctement, de ne pas oublier les aliments végétaux, les fruits qui donnent beaucoup d'énergie, et de rester dans la joie le maximum, de danser, de faire du sport, de rencontrer de nouvelles personnes et de participer aux manifestations. Parce que contrairement à ce que disent les médias, elles sont très joyeuses, ces manifestations. Et malgré certaines répressions parfois, alors en Suisse, on a la chance d'avoir la liberté de manifester, eh bien, on passe de très bons moments et on rencontre de très belles personnes. Voilà mon conseil, mes conseils. Super. Ben, je te remercie beaucoup. Merci Manu. À bientôt. Merci Bam. Sur d'autres fronts. Absolument, on se revoit bientôt quand vous voulez. Pour la suite des aventures. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se passent en Suisse. Mais venez nous voir parce qu'en Suisse, c'est le cœur, comme je l'ai appelé dans ma première vidéo qui a été un petit peu diffusée, un petit peu vue. La Suisse est au cœur des décisions mondiales. Absolument. On va y aller. Vous êtes bienvenus. Merci. À bientôt.